Bonjour, bonjour à tous. Heureux de vous accueillir sur ce webinar de M2I Formation. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. Aujourd'hui, on va vous parler effectivement de transformation, transformation des médias. Bonjour à tous, là je vous vois me connecter, coucou. Vous pouvez intervenir évidemment via le chat qui est ouvert. Donc aujourd'hui on va parler de transformation, transformation des médias, hein, toujours, à l'ère du digital, les nouveaux enjeux. Et aujourd'hui pour me seconder sur le chat, nous allons avoir Thomas qui sera à votre écoute, qui peut répondre à vos questions. Si vous avez des problèmes, quelconques problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais bien qu'il y ait effectivement durant ce webinaire de l'interaction. Donc, je vais organiser des petits temps où vous aurez l'occasion de poser vos questions. Évidemment, à la fin, j'espère qu'on pourra démarrer un vrai débat, mais tout au long de la présentation, je vais chercher à vous interroger et à m'assurer que tout fonctionne correctement et que vous compreniez où je veux en venir. Voilà, donc on peut débuter la séance sans plus tarder. Donc, comment prendre le virage du digital? Alors, beaucoup de médias, évidemment, ont pris ce virage du digital, mais aujourd'hui, avec la crise, avec la pandémie, ce que la pandémie a révélé, c'est que des personnes attachées à un intérêt vraiment tout particulier aux médias étaient prêts à s'abonner, et donc ça remet au cœur des offres de médias la qualité des contenus et surtout la maîtrise des nouvelles logiques de conversion. Donc, le thème du séminaire, c'est s'upgrader ou disparaître. Effectivement, se mettre à jour, se mettre à niveau et être en capacité de produire les contenus qui sauront intéresser l'ensemble des consommateurs de médias, ou disparaître, effectivement, si vos contenus ne sont pas vus, il n'y a pas de modèle économique à cela. Donc, mon plan, c'est autour de 5 points clés que je vais pouvoir dérouler. Pourquoi changer, par où commencer, comment former, qui accompagner, et puis très concrètement, quand agir pour déployer ce programme. Donc tout d'abord, je vais me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Je vais me présenter rapidement. Donc je suis le fondateur d'Upgrade Media. Après un peu plus de 10 ans à l'Association mondiale des journaux, j'ai décidé de créer ma propre structure, Upgrade Media. Aujourd'hui, j'accompagne un grand nombre de télé, presse écrite, presse locale, donc de médias locaux, régionaux, nationaux, internationaux aussi. J'interviens en Suisse, Belgique et au Maroc notamment pour justement introduire toutes ces logiques, toutes ces nouvelles réflexions autour des contenus pour créer vraiment des contenus uniques capables de répondre aux questions des consommateurs, des lecteurs. Par ailleurs, j'ai lancé New World Encounters, un événement international qui se déroule actuellement. Donc, je sais que ça va être réentendu un peu plus tard sur YouTube. Donc, concrètement, c'est septembre-octobre 2020. Et c'est des rencontres internationales pour effectivement faciliter l'échange d'expériences entre professionnels à travers les industries et entre professionnels sur le digital. Et nous avons débuté New World Encounters sur l'Allemagne. Donc, nous avons créé un virtual tour et nous rencontrons les plus grandes rédactions allemandes pour comprendre leur modèle d'avenir. Donc, petit mot sur mon partenaire, M2I, effectivement, que vous connaissez tous, un acteur clé de la formation. Ce qui est important je pense, à souligner aujourd'hui pour M2I, c'est qu'ils sont effectivement capables de déployer un grand nombre de formations en distanciel, ce qui est clé dans la période que nous traversons aujourd'hui de pandémie. Et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable, avec une très bonne qualité de cours en ligne avec toutes les bonnes clés pour vos équipes à apprendre et à progresser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez précieux et effectivement une grande proximité avec un très grand nombre de
de points de formation sur toute la France. Donc très concrètement, ce rapprochement et cette alliance M2I Formation et Greb Média, c'est vraiment pour être au plus proche de vous, au plus proche, on va dire, sur le terrain, mais aussi sur vos problématiques. Donc c'est ce qui compte et c'est ce qui m'a vraiment intéressé avec M2I Formation. C'est pour ça que voilà, on se connaît depuis un peu plus d'une dizaine d'années et c'était naturel pour moi que de me rapprocher d'eux pour pouvoir déployer beaucoup plus de solutions de formation auprès des médias. Donc, on va rentrer quand même dans le vif du sujet de ce qui nous amène aujourd'hui sur les raisons du changement. Voilà. Donc, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les organisations, ces 5 dernières années, ont beaucoup changé. On voit désormais des data scientists, les outils en temps réel sont dans les rédactions, utilisés par les équipes, les analytics sont disponibles, doivent être là, sont censés être là pour infléchir les stratégies de contenu. Les réseaux sociaux sont présents. Donc, effectivement, nous sommes dans des organisations beaucoup plus sophistiquées qu'auparavant, avec des formats qu'on ne connaissait pas, qui ont maintenant pris toute leur place. Mais tout ce changement n'est, selon moi, qu'une étape. Aujourd'hui, il reste encore de gros chantiers à traiter, à satisfaire, parce que finalement, on se rend bien compte que la conversion, amener le visiteur à payer, à sortir sa carte de crédit. Nous ne sommes pas au bout de ces logiques-là. Il reste beaucoup de travail à faire dans ce souci, on va dire, d'engagement du public tout au long du tunnel de conversion. Alors d'engagement, c'est-à-dire ne pas laisser le visiteur indifférent à vos contenus. Il y a de puissantes choses encore à réaliser. Effectivement, il faut monter en qualité, il y a encore des choses évidemment à travailler. Et puis, un des points importants, c'est que encore bon nombre de collaborateurs restent sur d'anciens préceptes, d'anciennes connaissances qu'il faut mettre à jour, les aider à comprendre ce nouvel environnement pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir. Et voilà, donc ça c'est un point important. Autre élément, évidemment, c'est de remobiliser les équipes dans cette période, j'allais dire post-Covid. Ben non, on est toujours dans la période Covid, de remobiliser les équipes également dans cette période compliquée, et on le verra à la fin, cette période compliquée pour le travail d'équipe, le travail à distance. Donc effectivement, le contenu est au cœur du nouveau modèle et ça doit être pour les médias la préoccupation numéro 1. C'est vraiment comme on connaît le fameux contenu roi. Donc c'est vraiment l'élément principal sur lequel on doit se concentrer si on veut pouvoir changer la donne et créer avec son public, on va dire, d'autres dynamiques, d'autres choses beaucoup plus positives. Donc, j'aimerais tout d'abord parler du choc des contenus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. Très clairement, assez rapidement, je vais vous le présenter, ce concept. C'est que, alors vous vous en rendez compte dans la vie de tous les jours, on n'a jamais produit autant de contenu sur le digital, la télévision, la presse en ligne, enfin, etc. On n'a jamais produit autant de contenu et avec le smartphone, on a accès à une quantité d'informations finalement sans fin. Donc cette offre croît à une vitesse exponentielle et par ailleurs, l'attention du public que le public peut accorder à vos contenus, eh bien, ma foi, est limitée. Il ne faut pas s'attendre à voir cette demande exploser. Parce que finalement, les journaux ne font toujours que 24 heures et les gens ne consacrent pas forcément beaucoup plus de temps aux médias qu'avant. Donc, il y a finalement une bataille aujourd'hui de ces contenus pour rester dans le domaine des contenus, les consulter et ne pas mourir, parce que vous comprenez bien, en rouge, l'offre qui explose, en bleu, ce que les gens sont capables finalement de consommer, de lire, de voir, de partager, etc. Donc, tous les contenus qui se trouvent au-dessus de la ligne bleue, eh bien, finalement, vont mourir, sont morts, on ne produit pour rien, et tout l'enjeu est de rester dans la partie inférieure de la ligne bleue pour pouvoir engager le public et surtout les convertir aux offres payantes. Donc ça c'est important et on se rend bien compte que aujourd'hui sur certaines questions clés de l'actualité, il y a surproduction de l'information, il y a course au clic et surproduction de l'information. Et le gros enjeu, c'est aussi de savoir se concentrer sur ce qui, in fine, va engager le public,
et aussi l'amener à s'abonner notamment. Alors, engagement, vous l'entendrez beaucoup dans mon exposé aujourd'hui. Il y a différentes notions d'engagement. Sur un mobile, par exemple, c'est le temps passé, c'est le nombre de fois où une personne va revenir sur votre application. Mais l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est les commentaires, le partage, les likes, etc. Donc, c'est dès lors que le visiteur ne reste pas indifférent à votre contenu. Donc, par où commencer? Grande question. Donc ici, je suis reparti de l'étude que vous connaissez tous, hein, le baromètre des médias de la Croix, sur la perception des contenus par le public. Et effectivement, cette année, il y a quelque chose d'assez important à avoir en tête, c'est que l'intérêt des Français pour l'information a atteint son plus bas niveau, le plus bas niveau historique. Donc ça, c'est intéressant. Cette petite vidéo disponible sur la Croix est passionnante parce que vous avez des patrons de grandes rédactions qui expliquent, effectivement, là vous avez François-Xavier Lefranc, du rédacteur en chef de l'Ouest France, qui effectivement dit qu'il faut être beaucoup plus proche des gens, en tout cas changer la nature de son journalisme. Et puis on a aussi le patron de la rédaction de France Info qui aussi se remet en cause en disant qu'il faut changer profondément la façon de produire son contenu et d'engager le public si on veut pouvoir survivre dans cet environnement avec toutes les questions que ça soulève de crainte, de peur. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Effectivement, les Français consacrent, en tout cas, les Français ont beaucoup moins confiance aux médias qu'auparavant. Et ça, il faut vraiment l'intégrer dans notre façon de produire le contenu. Donc évidemment, on constate aussi sur d'autres thématiques que le social, le mobile deviennent vraiment la porte d'entrée numéro 1 dans les contenus. Donc ça aussi, ça doit faire réfléchir sur la façon de produire l'information. Pour certains médias, certains jours, c'est jusqu'à 90% de contenu consulté mobile first. Donc par rapport à l'ordinateur fixe, hein, 90% consulté sur le mobile. Donc là aussi, en termes de format, ça doit vraiment faire réfléchir profondément. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on peut progresser. Petit point sur la confiance versus les gens qui sont prêts à payer les offres digitales. Ça, ce sont des slides extraits du rapport de Reuters Institute. Donc, ce qui est intéressant, c'est à nouveau, on retrouve l'un des plus faibles taux de confiance en médias en Europe. Eh bien, c'est en France, 34% pour eux sur cette étude-là. Et puis, de l'autre côté, on voit que les personnes prêtes à payer pour de l'information en ligne, en France, c'est 10%, contre, par exemple, 42% en Norvège. Donc, on voit bien qu'il y a tout de même un intérêt pour les médias, on va le voir avec ce slide, malgré une certaine méfiance. Alors, ce slide, c'est Google Tendance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une échelle de 5 ans. Et on voit, vous allez regarder complètement à droite sur votre écran, on voit un pic d'audience. Donc ça, c'est finalement on va dire un engagement direct. Ce sont les gens qui vont taper directement les marques Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix, Ouest France sur leur moteur de recherche au moment de la pandémie. Donc là, le pic que vous voyez, la courbe bleue qui monte très haut et bien plus haute que toutes les autres, c'est celle du Monde, où effectivement, grâce à sa notoriété, grâce à l'image de marque, grâce à ses contenus, à la qualité de ses contenus, a attiré effectivement un nombre de personnes bien supérieur par rapport au Figaro, à Libération, à La Croix. On voit notamment la Libération, sur ce graphique, la Libération étant jaune, et on voit que le pic est bien moins haut que pour Le Monde. Donc ça, c'est intéressant. C'est que au moment de la pandémie, beaucoup de personnes ont repris la direction des médias par eux-mêmes, sans attendre un quelconque push, newsletter, etc. Et sont allés directement, en tapant sur leur moteur de recherche, leur marque préférée. Donc ça, c'est intéressant. Ça dénote qu'effectivement, ça dénote une puissance, une notoriété pour la marque, mais au-delà, ça dénote aussi un intérêt et une volonté d'en savoir plus sur son média préféré, sa hiérarchie de l'information. Donc ça, c'est quand même un point important à avoir en tête. Et je vous invite à utiliser Google Tendance pour tester votre média par rapport à vos concurrents, et soit donc vous rassurer ou vous faire peur, pour voir effectivement comment les gens ont tapé votre marque ces dernières années. D'une certaine manière,
mis à part effectivement cette période sur la pandémie, l'ensemble des grands médias nationaux, pour ne parler que d'eux, étaient orientés à la baisse avant la pandémie. On va voir quel impact ça va avoir maintenant dans les prochains mois, mais c'est vrai que tous ces médias-là subissaient un net recul sur le sur les recherches Google, avec un intérêt toujours moindre. Donc ici, c'est deux graphiques que je souhaitais vous partager sur toujours la bataille de l'engagement, évidemment, mais cette fois-ci avec une vision des contenus les plus partagés sur les réseaux sociaux, cette fois-ci. Donc vous voyez, intéressez-vous pour l'instant au graphique du haut. En jaune, cette fois-ci, c'est Le Monde. En bleu, Le Figaro. Donc, à un moment donné, au mois de mars, le pic, c'est aux alentours de 12 millions d'engagements sur le mois. D'accord. Donc, d'engagement, je répète, c'est les personnes qui vont liker, partager, commenter, en tout cas, réagir à vos contenus sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et quelques autres petites plateformes. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, on voit, allez, on va aller vite, on voit que finalement, Le Figaro et Le Monde, donc Le Figaro en bleu, Le Monde en jaune, se tiennent à la corde, sont tous les deux assez proches, ces deux médias sont assez proches l'un de l'autre, tandis que Libération, en rouge, en bas, est nettement plus bas. Lorsqu'on regarde le graphique du dessous, cette fois-ci, ce sont les nombres d'articles publiés. Et là, on voit bien que Le Figaro est le numéro 1 sur cette période-là, sur toute la période de la pandémie. Ils ont publié beaucoup d'informations, que Le Monde est nettement en retrait au niveau de Libération. Et donc, on comprend bien grâce à ce tableau-là que finalement, Le Monde réussit à engager bien mieux ses lecteurs sur les réseaux sociaux notamment que peut le faire Le Figaro. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'à nouveau, il y a une vraie question liée finalement à la préparation de son contenu, à la conception, préparation, à trouver les bons formats qui vont pouvoir toucher leur cible, à trouver les bons mots-clés, et puis évidemment à être en adéquation avec les attentes, avec les questions que peuvent se poser son public. Donc on va y venir un peu plus tard. Donc là, c'est le même graphique, mais vu différemment. Cette fois-ci, je me suis intéressé à détailler le type de contenu qui ont créé de l'engagement, toujours sur les mêmes marques. On reste sur Le Monde, Le Figaro et Libération. Et pour aller très vite, la première colonne, article, on voit que, alors l'article, c'est l'article standard, un texte en continu, avec une photo. Donc on voit que Le Monde engage bien mieux que ses deux autres concurrents. On voit que Le Monde aussi sur la vidéo est très forte. Le Monde est en jaune. On voit aussi sur les listicles. Alors, le listique, c'est l'article par point. D'accord. C'est plus un article en continu, c'est un article segmenté par point. On voit aussi que Le Monde engage bien mieux que ses concurrents. Et puis, autre contenu qui marche très bien pour Le Monde, c'est le podcast. Regardez en jaune, la dernière colonne, qui engage nettement bien mieux que les autres médias. Tandis que, par exemple, sur l'entretien, regardez, l'entretien, c'est Libération qui se distingue des autres. Donc, c'est un peu, ce graphique est intéressant parce qu'on voit bien un peu les clés de succès de chaque média. Et finalement, Libération et la qualité de ses entretiens a une notoriété toute particulière qui fait que, effectivement, avec son public cible, eh bien, ça match particulièrement bien. Et on voit là le bon résultat de Libération. Mais par contre, ailleurs, sur les autres formats, qu'il faut absolument maîtriser. Sur les autres formats, on voit que ça marche moins bien. Et donc là, il y a une vraie réflexion à avoir sur la façon de concevoir son contenu par rapport à ses lecteurs, mais aussi par rapport à la concurrence. Donc, ce qui m'amène à vous parler, eh bien, finalement, du journalisme de conversion. Donc, le journalisme qui doit être en capacité d'amener le lecteur à en savoir plus, à découvrir davantage vos contenus pour in fine, s'abonner.
Donc, je pars toujours de mon entonnoir de conversion. C'est très important pour moi, l'entonnoir de conversion. Il y a différentes méthodes pour alimenter cet entonnoir de conversion. Évidemment, il y a le contenu mobile. Je l'ai dit tout à l'heure, première porte d'entrée sur les contenus. Il y a aussi le social. Le print reste toujours une porte d'entrée également. Le web, plus largement, les newsletters, les push, les événements. Alors maintenant, les événements en ligne vont prendre toute leur place. En tout cas, il y a tous ces canaux qui vont permettre aux gens de rentrer en contact avec vos contenus et ensuite, l'enjeu essentiel est de mettre en place une logique de conversion pour amener ces gens, eh bien, tout en bas du contenu, tout en bas de l'entonnoir, les amener à s'abonner. Et effectivement, si on veut pouvoir faire ce mouvement, si on veut pouvoir les amener jusqu'à l'abonnement, il faut pouvoir répondre aux questions avec les équipes, répondre aux questions de la pertinence des contenus qu'ils produisent et aussi de clarifier les intentions. C'est-à-dire que désormais, à la différence de l'ancien monde et de tout ce qu'on avait pu faire auparavant sur le digital, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus clair sur nos intentions sur le digital. Le digital, c'est quoi? Le digital, c'est avant tout des objectifs. Donc, il ne faut pas hésiter à se fixer des objectifs et avoir une vision beaucoup plus stratégique de son contenu. Donc, effectivement, tout ça m'amène à la question de manager ce contenu, en tout cas, avoir une vision beaucoup plus experte du contenu. Donc, ce slide, voilà, c'est juste pour vous montrer effectivement que pour les médias, lorsqu'on s'adresse à des visiteurs, en général, voilà, les visiteurs ont des besoins très différents les uns des autres. On voit que les boomers ne sont pas portés forcément sur le live, ne sont pas portés précisément sur la vidéo, tandis que pour des millennials, eux, seront davantage portés sur les contenus vidéo en direct, du live streaming ou de la vidéo, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des attentes très différentes d'un public à l'autre. D'où l'intérêt désormais. C'est pour ça que je parlais d'organisation tout à l'heure beaucoup plus sophistiquée, d'où désormais l'intérêt d'aller bien plus loin dans la capacité à cibler les intérêts de vos publics, des publics que vous souhaitez convertir. Donc, pour revenir à mon schéma, pour un peu faire la synthèse de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, il y a effectivement la nécessité d'être beaucoup plus clair dès le départ, c'est ce qu'on voit en haut, le point 1, dès le départ sur vos intentions, avoir des intentions fortes. On vise les boomers, on vise au contraire les nouvelles générations. Donc, très clairement, ça c'est le point 2, de penser son contenu, d'imaginer son contenu, de concevoir le contenu en fonction de cibles clairement identifiées. Ça, c'est un point clé. Ensuite, le point 3 qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces publics, lorsqu'on a commencé à les engager dans cet entonnoir, eh bien, il faut les amener à explorer davantage vos contenus, il faut les aider à revenir et à explorer davantage. Donc là, il y a un enjeu tout particulier, notamment sur la titraille, sur la réflexion sur les formats, pour justement varier les plaisirs et toucher tous les sens du lecteur. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est bel et bien une conversion. Alors, inscription newsletter, inscription réseaux sociaux, mais ça peut aller, pour bon nombre de médias désormais, évidemment, jusqu'à sortir la carte de crédit pour l'abonnement. Alors oui, une concurrence exacerbée. Plus que jamais, il faut pouvoir se distinguer et proposer des choses différentes. Donc là, j'ai extrait plusieurs milliers d'articles sur la période qu'on vient de passer, juste pour vous montrer deux petits éléments qui, moi, m'intéressent et qui doivent vous faire réfléchir. D'habitude, lorsque je travaille pour mes médias, je vais jusqu'à analyser 1 million de titres, justement pour amener beaucoup plus de nouvelles connaissances aux équipes et les aider à penser différemment leur façon de travailler et de publier. Donc là, rapide point. Alors sur les ordonnées, la flèche qui monte vers le haut, c'est l'engagement. D'accord? Donc vous avez vu l'engagement, c'est la petite courbe en rouge. En bleu, ce sont, pour chaque mois de février jusqu'à juin, ce sont le niveau des articles publiés. D'accord? Et cette fois-ci, avec le mot masque dans le titre. Et donc, on voit sur la période de mars-avril, on voit clairement qu'on publie, mais l'intérêt du public est très fort à ce moment-là, et donc s'engage énormément sur les enjeux liés aux masques, à la polémique qu'il y a eu sur les masques, donc s'engage énormément. Donc, on se rend compte qu'il y a un intérêt tout particulier, vraiment puissant à satisfaire.
Ensuite, on continue à produire beaucoup de contenu, mais l'engagement diminue. Donc, ce qui est intéressant juste sur cette première phase, c'est d'être beaucoup plus, on va dire, stratégique dans la couverture, dans les efforts qu'on veut consacrer, et qu'à un moment donné, lorsque on est sur des sujets, il faut effectivement produire le juste effort, et ensuite apprendre à changer et de passer à d'autres sujets pour consacrer des ressources sur d'autres thématiques qui peuvent décoller. En tout cas, sur cet exemple-là, très clairement, on voit mars, avril, une attente très forte du public sur ces problématiques. Ensuite, une attente un peu moins élevée, mais on voit qu'en mai, même si l'intérêt diminuait, les rédactions ont continué à produire beaucoup d'articles sur les masques, alors que là, il y avait une vraie réflexion à avoir, une réflexion différente à avoir sur le type d'angle et de contenu, de format qu'on voulait produire pour continuer à engager davantage le public. Toujours sur ce même schéma, j'ai ensuite, on va dire, calculé la part de marché de chaque média. Donc, le premier média qui a finalement concentré le plus d'engagement sur ces titres avec le mot masque dans le titre, eh bien, c'est Le Parisien qui arrive en premier avec 2,3 millions d'engagements, suivi de BFM TV avec 1,9 million d'engagements sur leur contenu avec le terme masque. Et puis le tout dernier, 0,85 millions, enfin 850 000 engagements, c'est Le Figaro qui arrive au bout de ce petit panel. Donc là, c'était intéressant également ici à se dire que sur des sujets, sur tous les sujets, sur des personnalités, sur des lieux, sur évidemment plusieurs mots-clés, on est capable, il est possible d'aller finalement comparer la performance de son contenu et de l'engagement et d'en tirer des enseignements clés pour ensuite accompagner vos équipes à produire différemment et à s'interroger différemment pour créer de l'engagement à nouveau. Même exercice cette fois-ci avec Didier Raoult. Donc pareil, au mois de mars, un nombre de contenus produits qui ont su créer un très très fort engagement. Ensuite, on voit bien que les médias, c'est ce que reproche d'ailleurs Lacroix, tous les ans dans ses études, a continué à produire énormément de contenu sur Didier Raoult, et on voit que l'intérêt est allé vraiment en diminuant très nettement de la part des audiences, de la part des visiteurs et des gens sur les réseaux sociaux, est allé en diminuant tout au long pour dire basta, c'est bon, on a compris, on décroche. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir, une vraie réflexion stratégique à avoir sur ce qu'on produit et le juste effort qu'on doit y consacrer. Alors voilà, tout ça m'amène effectivement à comment former et qui accompagner dans ce nouvel environnement. Alors très clairement, je vais vous présenter une série de programmes de formation qui doivent permettre, que ce soit des managers ou des écrivains ou les équipes, de prendre conscience de ces enjeux. Alors très clairement, aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est de mobiliser, c'est d'acculturer le management, c'est d'acculturer les rédacteurs en chef, c'est d'acculturer les journalistes sur ces logiques-là. D'où cette proposition de formation auprès des managers pour leur permettre vraiment de comprendre tous ces enjeux et d'être eux-mêmes force de proposition, de demande auprès de leur data analyst pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse de vos données, pour comprendre ce nouvel environnement et les nouvelles exigences d'un contenu plus engageant. Ça, c'est important. Ensuite, alors toujours dans le même état d'esprit, il est bien d'acculturer évidemment les journalistes, mais aussi le marketing, les personnes travaillant dans l'IT, les personnes travaillant dans la partie commerciale, pour créer vraiment une culture commune sur ces nouveaux enjeux et que tout le monde puisse partager les mêmes préoccupations. Donc là, on a mis en place un deuxième programme qui s'adresse à un public, on va dire, fonction support dans les médias pour expliquer tous ces enjeux et les aider aussi à être beaucoup plus efficaces dans leur travail au quotidien.
Évidemment, il faut amener de nouveaux types de contenus. Je vous ai expliqué à travers l'entonnoir de conversion. Donc, si on tire les enseignements des études de Lacroix, par exemple, eh bien, il faut aller sur du journalisme de solution, sur un journalisme, il faut pouvoir activer d'autres types de contenus. Et là, notamment, mettre en place un journalisme de dialogue avec le public, afin à nouveau de les amener à s'engager, à réagir, à ne pas rester inerte, inerte devant vos contenus, donc à réagir et à les amener à partager, à réagir, à donner leur avis pour pouvoir à la suite construire d'autres types de contenus. Donc là, c'est aussi un programme spécifique pour les journalistes. Évidemment, dans l'ère du mobile, quand on a 90% de son audience qui dépend du mobile, on a intérêt aussi à améliorer ses titres, à améliorer les formats, parce que sur mobile, on n'a qu'une seconde pour convaincre le public. Donc là, on a aussi intérêt à monter en puissance et à proposer des choses beaucoup plus efficaces en termes de titrail et de promesses. Et à nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut capter l'attention, penser autrement ces sujets, il faut vraiment avoir une intention différente dès le départ si on veut pouvoir changer la nature de son contenu. Évidemment, il faut changer, le mobile va changer beaucoup de choses, et notamment la façon d'écrire ces articles. On ne peut plus commencer un article comme on le faisait auparavant sur le print. Ça change les techniques d'engagement dès le premier paragraphe. Ça doit amener vraiment le journaliste à penser différemment, la manière d'amener son sujet. Et donc là, une formation pour dynamiser son écriture, pour être lu, est aussi capitale à proposer, à mettre à disposition des journalistes. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut toucher tous les sens du lecteur. Donc, il faut faire du court, il faut faire du chaud, mais aussi, il faut aussi faire de l'evergreen, c'est-à-dire un contenu qui aura une durée de vie longue. Il faut aussi prendre du temps. Ça va permettre aussi de satisfaire un plus grand nombre de lecteurs potentiels. Et c'est pourquoi on a aussi mis en place des programmes de formation sur le format long et la possibilité, lorsque l'histoire le mérite, d'enrichir les récits et d'aller bien plus loin dans les récits. Donc, tout cela, évidemment, amène à penser différemment la chaîne de valeur, amène à penser différemment la façon dont on produit son contenu. Donc là, j'ai simplifié le modèle, je vous propose 3 étapes clés. Il y a le temps de la conception du contenu, le temps de la production et puis le temps de la promotion. Donc, ce qui apparaît clairement aujourd'hui dans les médias, dans la façon de mettre en avant ces contenus, c'est qu'on ne consacre pas suffisamment d'attention, de ressources à la promotion des contenus. On peut effectivement avoir les meilleures idées du monde, les meilleures interviews, les meilleurs contenus, les meilleures sources. Si on ne prend pas le temps d'en faire une juste promotion, le contenu ne touchera pas sa cible. Donc là, il y a vraiment une préoccupation immédiate sur la production, sur la promotion à avoir. Et évidemment, en amont, dès la conception, l'enjeu est bien de mixer les publics cibles. Et puis ensuite, au niveau de la production, l'enjeu est bien de créer un travail beaucoup plus collaboratif entre les équipes, parce que finalement, on constate que ce temps de production, c'est aussi et surtout un temps d'assemblage des contenus. Alors, quand agir? Et je vois des petites questions arriver sur le chat et je vais y répondre très rapidement. Alors, quand agir? Quand agir par rapport à tous ces enjeux? Selon moi, à court terme, à très court terme, il faut pouvoir, avec les solutions de formation qu'on vous a proposées, agir sur le temps de la promotion. Très rapidement, il faut pouvoir améliorer, par exemple, les titres, améliorer sa titraille, améliorer la capacité de mettre en avant vos contenus. Ça, c'est ce qu'on peut faire, on va dire, à chaud maintenant. Très clairement, ce type d'action n'est qu'une action à court terme. On le voit bien avec ce type de projet que je vous propose, qu'on va pouvoir changer en profondeur l'organisation, de l'idée jusqu'à la publication. Et évidemment, à moyen terme et aussi à long terme, il faut changer la façon de concevoir et de produire. Voilà. Donc, à court terme, évidemment, s'intéresser à la promotion, parce que tout le monde en est là aujourd'hui dans ce monde concurrentiel exacerbé. Mais si on veut vraiment faire la différence sur le long terme et faire émerger ce contenu de qualité, premium, capable de séduire et finalement de faire s'abonner, eh bien, il n'y a pas de mystère. C'est dès la conception et ensuite, lors de la production, qu'on va pouvoir faire des choses, j'insiste, beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus intéressante. Et je pense que c'est ce temps 2
qui est très important à avoir en tête si on veut pouvoir changer significativement les contenus dans vos salles de rédaction. Évidemment, quand agir à l'ère du Covid, comment faire? On voit les rédactions se vider, le télétravail se développer. Alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on a vu l'abonnement bondir. Donc, les gens ont vraiment confiance, une partie de la population a vraiment confiance aux médias et ont tout de suite souhaité avoir une information vérifiée, se sont abonnés de manière beaucoup plus significative qu'auparavant. Donc c'est quand même le bon signe. L'autre bon signe aussi, c'est que lorsqu'on étudie attentivement le type de contenu qui ont produit ces abonnements, eh bien ce sont des contenus avec des angles, avec des propositions fortes. Donc là, à nouveau, ça renforce les rédactions sur le fait que c'est bien les angles, c'est bien votre plus-value journalistique qui est un levier à l'abonnement. Mais par ailleurs, on constate aussi que dans cette période qu'on vient de traverser, il y a une fatigue des équipes, il y a aussi des difficultés de coordination ou de télétravail sur certains types de contenus, et que finalement, il faut réussir à renouveler le discours, à retrouver les moyens d'engager, voilà le mot, d'engager les équipes sur ces nouvelles priorités, et que, somme toute, cette période que nous venons de traverser, c'est, somme toute, l'occasion de réorganiser et de revoir les processus, notamment en intégrant beaucoup mieux le télétravail et la phase d'assemblage de ces contenus beaucoup plus variés, sons, interactions, infographies, etc., qu'on doit pouvoir produire si on veut engager différemment le public. Voilà. Alors pour conclure, j'ai 2-3 petits slides et puis après je vais répondre à vos questions. Intégrer les logiques d'engagement et de conversion, ça c'est capital si on veut pouvoir créer un modèle d'avenir, et en tout cas si on veut pouvoir demain continuer à vivre de son contenu et de son journalisme. Donc les logiques d'engagement doivent être une préoccupation numéro 1 du management, des équipes support, d'où l'intérêt effectivement de travailler une culture commune et une compréhension de ces enjeux. Évidemment, il faut miser sur le contenu et donc en amont avoir une réflexion précise sur à qui on s'adresse, comment être différent de la concurrence et comment effectivement le faire comprendre au lecteur en quelques secondes. Donc ça, effectivement, le temps de la conception, le temps du contenu enrichi, différent est capital. Et effectivement, dernière partie, apprendre à travailler différemment avec cette période qu'on vient de traverser. Il y a nécessité de repenser concrètement le fameux qui fait quoi quand, parce que lorsqu'on a très concrètement des infographies à produire, des interviews, de courtes interviews vidéo à produire, du texte, etc., on voit bien qu'il y a un ordre à respecter si on ne veut pas travailler 2 fois et si on ne veut pas alourdir les processus de production. Il faut pouvoir tranquillement mettre ça à plat et se poser les bonnes questions. Alors, c'est le temps des questions. Désolé, j'aurais voulu voilà, vous faire intervenir beaucoup plus tôt, mais voilà, c'était important pour moi de vous donner toutes ces informations-là. Donc, je vais regarder attentivement maintenant le chat et répondre aux questions que vous vous posez. Et donc, désolé à tous ceux qui ont réagi un peu plus tôt et pour lesquels je n'ai pas répondu. Alors, oui, les slides seront mis à disposition. Alors, comment assurer la promotion? Pour moi, la promotion d'un contenu, c'est sa présence sur la home page, ce sont les pushs, c'est sa présence dans la newsletter, c'est sa présence voilà, sur l'ensemble des moyens que vous avez à votre disposition pour toucher votre cible. La promotion doit être finalement envisagée de manière très large. C'est comment on va pouvoir effectivement mieux mettre en valeur vos pépites, vos contenus les plus intéressants qui ont été produits à travers, on va dire, toute votre action éditoriale tous les jours de 6h à minuit à travers push, newsletter, homepage pour pouvoir effectivement toucher, activer le public, les publics qu'on cible intelligemment. Donc pour moi, la promotion, c'est ça. La promotion, ce n'est pas simplement une newsletter ou un push. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Alors,
Comment peut-on transposer ces conseils pour la presse professionnelle? Eh bien, pour la presse professionnelle, c'est toujours aussi vrai, cette approche-là. Cette réflexion qu'on doit avoir sur les contenus et, on va dire, cette façon différente d'engager le public. Alors, sur la presse professionnelle, par contre, ce qu'on constate, c'est que souvent, les contenus sont systématiquement derrière un paywall. Donc, l'enjeu pour la presse professionnelle, c'est d'arriver à faire des petits trous dans son paywall pour que un plus grand nombre de personnes puissent se rendre compte de la qualité de vos contenus et puissent finalement franchir step by step, étape par étape, le processus, les logiques d'abonnement. Si on veut pouvoir faire ces petits trous dans votre paywall de manière intelligente, finalement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les phases d'anticipation, où il va falloir effectivement penser ces sujets, penser sa couverture de l'actualité, penser ses dossiers, et bien évidemment en fonction de ces objectifs-là. Donc pour moi, pour la presse professionnelle, ce qu'on vient de voir s'applique parfaitement. Maintenant, il faut juste tenir compte, on va dire, de la présence de ces paywalls systématiques qui finalement empêchent vos contenus de toucher un plus large public, et c'est normal, parce que vous produisez à une très forte valeur ajoutée, donc il ne faut surtout pas abaisser le paywall, mais par contre, il faut réussir à faire de petits trous intelligents dans le paywall pour donner la possibilité à vos publics cibles de venir voir et de se rendre compte que ce que vous faites est vraiment très très intéressant. Alors, je continue. Alors, je lis. Envoyer une enquête à son lectorat pour connaître ses principaux sujets et préoccupations. Est-il désuet? Une enquête sur la base de mots-clés? Ah oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que non, c'est pas désuet de pouvoir faire une enquête auprès de ses lecteurs. Absolument pas. Par contre, toute cette réflexion qu'on doit avoir sur vos contenus, sur la façon dont vos contenus performent, c'est nettement mieux quand ce sont les journalistes eux-mêmes, les managers, on va le dire, les rédacteurs en chef, qui mènent ce travail-là pour, d'une part, se remettre en cause. Alors, ils peuvent être effectivement ensuite challengés par les analytics, les metrics, par les commentaires en bas d'articles, par les études lecteurs, ça, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, cette réflexion doit venir des rédacteurs en chef qu'on doit pouvoir, des managers plus largement, qu'on doit pouvoir coacher et accompagner. Donc, ce n'est pas désuet, les enquêtes lecteurs, mais à mon avis, ça doit s'inscrire dans un panel de solutions à mettre à disposition aux côtés de l'analytics, aux côtés de l'analyse des mots-clés, aux côtés de l'analyse de la concurrence, pour pouvoir finalement apporter beaucoup plus d'éléments pertinents et percutants pour amener à repositionner les contenus. Petite chose à avoir en tête quand même, c'est que sans de la part des managers, sans une compréhension de tous ces enjeux, ça peut paraître souvent difficile d'arriver à faire passer ce type de message. D'où l'intérêt de changer la culture et de s'intéresser à aujourd'hui cette nouvelle façon de faire du journalisme. Alors, y a-t-il des exemples européens ou internationaux de titres ayant réussi leur transition digitale? Alors oui, il y a des résultats tout à fait significatifs. Je ne vais pas m'étendre, mais en Scandinavie, bon nombre de médias ont déjà basculé sur des revenus majoritairement digitaux par rapport à l'ancien monde print. Et puis, par exemple, aujourd'hui, Die Zeit en Allemagne annonce d'ici 4 ans pouvoir basculer la majorité de ses contenus la majorité des contenus sur le digital et la majorité de ses revenus de manière digitale également. Donc oui, il y a des modèles d'avenir. Il faut effectivement s'orienter davantage vers l'Allemagne et vers la Scandinavie pour voir ces succès. Évidemment, il y a le New York Times, mais le New York Times est tellement à part que voilà, je ne veux pas en parler. Concentrons-nous déjà sur ce qui pourrait nous ressembler, qui a des tailles comparables à nos entreprises en France. Et donc, le bon exemple, c'est quand même la Scandinavie et l'Allemagne. Alors en France, aujourd'hui, dans le domaine qu'on est en train de traverser, les bons exemples, évidemment, on va tous se retourner vers Mediapart, qui ont su effectivement créer un journalisme qui engage. Alors, ce qui est intéressant avec Mediapart, c'est qu'ils ont réussi à lier effectivement les valeurs, les formats, une exigence journalistique autre. Et ce qui est intéressant effectivement dans leur approche, c'est d'avoir réussi à marketer cette offre de manière assez intelligente et pour rentrer effectivement totalement en phase avec son public cible.
Donc là, oui, oui, le bon exemple à suivre est de ce côté-là. Ensuite, il va être aussi intéressant de regarder dans le détail tout ce qui s'est passé ces 5 derniers mois pour voir qui a tiré finalement avantage de cette période Covid. On voit notamment Le Monde a su drainer et a su acquérir un plus grand nombre d'abonnements que tous les autres. Il serait intéressant effectivement de pouvoir maintenant analyser le contenu qu'ils ont produit, le ton, les formats, et on l'a vu tout à l'heure quelques petits exemples. À mon avis, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont la capacité à varier les formats. Et ils maîtrisent réellement leur format. Et cette capacité à les varier, à varier les formats, leur permet in fine d'élargir finalement l'entonnoir de conversion. D'où l'intérêt effectivement d'avoir cette réflexion sur les formats si on veut pouvoir toucher plus de monde intelligemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que c'était l'occasion pour vous tous de, voilà, de découvrir notre partenariat M2I et Upgrade Media. Donc, je vais continuer. Donc, effectivement, avant de nous séparer, ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à contacter Virginie, Virginie Maza. Son adresse mail s'affiche, ou moi-même aussi, pour d'autres questions, et des questions peut-être beaucoup plus pointues sur votre secteur, sur vous-même, sur votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra avec plaisir. Donc, pas de souci de ce côté-là. Évidemment, il y a d'autres webinars qu'on va organiser, notamment l'un que je vous conseille tout particulièrement, c'est les 3, hein, booster son écriture, le format sur les longs formats pour sublimer vos contenus et évidemment le journalisme de solution. Donc là, vous voyez les dates s'afficher en octobre, novembre et décembre. Évidemment, ça vient renforcer ce que je viens de vous expliquer sur la nécessité de varier les formats et d'engager les publics différemment. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à suivre la newsletter Sélection Média 20 tous les mois de M2I. C'est la meilleure des newsletters qui va vous permettre en quelques minutes de découvrir les meilleurs contenus sur l'industrie des médias, l'actualité des médias. Donc n'hésitez surtout pas à faire souscrire vos collaborateurs parce que on y consacre peu de temps, mais au moins on a l'essentiel des choses à connaître. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Virginie et moi-même restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos messages par mail. À très bientôt. Merci à tous.